Y a-t-il une vie possible après Daesh? Pas malheureusement pour ceux qui sont tombés sous les balles de l'organisation État islamique, dont la force de vie a été annihilée par les séances de torture, par les étranglements ou la décapitation. Mais pour ceux des militants et combattants ou pseudo-combattants qui, après avoir rêvé sur Internet d'une vie pure et palpitante, se prennent à douter et tentent de rebrousser chemin. Alors, d'abord, comment échapper à l'industrie de la mort qu'incarne Daesh? Bonjour, bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Au travers de la destinée de nombreux personnages, Dounia Bouzar, anthropologue et chargée par le ministère de l'Intérieur de transmettre sa méthode de désembrigadement, Dounia Bouzar met à nu l'imposture de l'organisation État islamique. Imposture humaine, on l'a dit, mais aussi imposture religieuse où Allah est invoqué à tout bout de champ pour n'importe quelle tâche de la vie quotidienne et donc également pour n'importe quelle mesquinerie ou atrocité. Beaucoup de femmes, dans ce livre intitulé « La vie après Daesh » et publié aux éditions de l'Atelier, ont l'âme suffisamment bien trempée pour apostropher leur nouveau geôlier qui promettait pourtant sur leur page pub le respect intégral de la femme. L'islam, à la fois comme cache-misère de Daesh et bouclier d'attaque pour celles et ceux qui veulent sortir du paradis perdu. Autant de questions pour l'auteur de ce livre, Dounia Bouzar, merci d'être avec nous. Il y a une expression qui traverse de part en part votre livre et qui ne peut pas être aperçue dans son intégralité, c'est la notion, l'idéologie de la mort. D'où vient cette idéologie de la mort qui fait qu'un certain nombre de jeunes gens, finalement, au-delà de la victoire pour un califat, pour tel type de territoire, pour une vengeance sur tel type de confession, au-delà de cela, il y a quasiment le plaisir, l'envie, le désir de mort. C'est exactement ça. C'est comme si ces jeunes avaient l'impression qu'il fallait mourir pour exister, pour devenir quelqu'un, pour marquer l'histoire. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire, quel que soit le motif de l'engagement du départ, parce que les rabatteurs font miroiter différents idéaux, ils s'adaptent aux psychologies des jeunes. Individualisation des motifs. Individualisation absolument du rabattement, carrément, par Internet notamment. Ils font parler le jeune et ils lui proposent une raison qui correspond à son profil psychologique. Mais quel que soit tout, même celles qui partaient croyant faire de l'humanitaire, même celles qui croient partir pour ce que j'appelle Daeshland, une terre promise, un univers utopique où il n'y aurait pas de voleurs, où il n'y aurait pas de violeurs, où tout le monde serait juste, solidaire. Il y en a qui partent pour ça. Eh bien, quel que soit le départ, la fin, c'est exactement ce qu'on vient de décrire, c'est une double déshumanisation, c'est-à-dire que le jeune a l'impression que le sentiment humain va le parasiter dans sa mission divine, puisqu'il se croit en mission divine de devoir soi-disant régénérer le monde. Hein, c'est comme ça qu'il l'intègre. Il ne se voit pas comme un terroriste. Hein. Et il n'existe plus, il veut mourir comme si c'était la preuve donnée à Dieu de son amour et de sa fidélité. Et puis, de son amour et de sa fidélité que, par exemple, il n'a pas pu donner à quelqu'un d'autre de terrestre. Est-ce qu'il y a là le reflet de frustration, de lacune affective ou affectueuse? C'est-à-dire que je ne pense pas que tous les jeunes qui partent aient une carence affective. Mais ils en ont quand même tous une, comme on en a tous, surtout quand on est adolescent. C'est-à-dire que les rabatteurs sont très malins et proposent quand même aux jeunes une communauté de substitution qui sera soi-disant sacrée et divine et les amènent à se désaffilier de leurs vrais parents. Tout comme ils les amènent à se couper de leurs amis, à ne plus faire confiance en leurs professeurs, à ne plus fréquenter personne. Donc oui, il y a quand même on leur propose des vrais gens qui vont vraiment les aimer pour ce qu'ils sont vraiment, pour l'éternité, qui les valorisent sur Internet avant d'arriver sur place. Et oui, il y a peut-être cette quête d'amour. On a des hommes et des femmes qui partent croyant qu'ils vont trouver, c'est quand même paradoxal, des gens qui les aiment. C'est affreusement paradoxal. Oui, c'est affreusement paradoxal. Alors, justement, sur la manière dont vous tentez de désembrigader,
quel est le travail principal à faire lorsque vous avez des personnes justement qui soit ont été empêchées de partir, soit sont revenues des sites de combat? Quel est, je pense que ça doit être une toute petite feuille de papier à cigarette qu'il doit falloir tirer tout doucement pour obtenir quelque chose. Comment procédez-vous? Ce qui est très très difficile, c'est qui dit embrigadement et radicalisation, dit grille paranoïaque. Oui. Ils se voient tous comme des gens qui ont été en légitime défense dans un monde où finalement tout le monde les empêchait le vrai islam d'exister, et tout le monde serait endormi. Alors c'est vrai que quand on arrive, on ne peut pas discuter avec quelqu'un de radicalisé parce qu'il a l'impression que nous sommes jaloux parce qu'on ne possède pas la vérité et qu'on n'a pas été élu par Dieu, qu'on est endormi. Alors, on a établi une méthode entièrement basée sur les affects, c'est-à-dire qu'on fait le pari que, au-delà de la radicalité, il y a toujours un petit enfant qui existe, quelque part caché. Et on travaille énormément avec les parents pour que les parents reproduisent des petits riens de la vie quotidienne qui ont été vécus par l'enfant dans l'enfance pour ressusciter une sensation individuelle, c'est-à-dire que la radicalité fait que la personne ne ressent plus rien, elle n'est plus un individu. C'est le groupe qui devient son identité, c'est le groupe qui pense à sa place. Elle fait partie d'un membre du groupe. Ils ont l'impression d'être les mêmes, de ressentir les mêmes sensations. Et quand vous essayez de faire ressentir comme avant quelque chose de l'individu, de lui, de Sarah, de Chloé, de Léa, de Camille, de Fatima, et puis des garçons aussi. C'est vrai que ça marche plus facilement avec les filles. Il redevient un individu et l'inconscient, Daesh n'a pas pu broyer l'inconscient. Daesh a touché le cerveau, le cœur, mais l'inconscient, on arrive à l'attraper et ce sont les parents finalement, en majeure partie, qui sauvent leurs propres enfants. C'est ça qui est paradoxal parce que avant la démarche de passer au djihadisme, de partir ou de ne pas partir, peu importe, mais avant cette décision, avant cette forme de don de soi-même que l'on fait à la cause, on mesure souvent le caractère, aux yeux du djihadiste, nocif des parents. Oui. C'est-à-dire que, il dit voilà, il est endormi, il est acheté, il est vendu, ils ont laissé tomber, hypocrite, ils ne savent égaré, pas ce que c'est que le mécréant. vrai islam, etc. Donc, comment se fait-il que vous parveniez, à cet instant T de l'histoire, à réhabiliter le parental, l'aspect parental des choses? Il faut vraiment aller creuser dans la petite enfance. D'accord. Si je demande au papa et aux mamans des choses de... Bon, avant qu'il ait 10 ans, c'était quoi vos rituels? Vous le couchiez comment? Vous le preniez dans vos bras comment? Vous alliez à la pêche avec lui? Ah bon, dans quel lac? Et vous partiez à quelle heure? Ah, vous mettiez Aznavour, vous mettiez, vous mettiez Michel Delpech en faisant le ménage le dimanche matin, remettez Michel Delpech. C'est-à-dire, essayez de vraiment aller dans la petite enfance pour ne pas être dans la période de l'adolescence où effectivement on remet en question les parents. Alors, le désembrigadement ne repose pas que sur les parents, puisqu'après, on fait un énorme travail de rétro-analyse avec des repentis. Et là aussi, on ne raisonne pas le jeune, mais il va entendre son histoire dans la bouche d'autres jeunes qui sont passés par le même chemin que lui et il va s'y reconnaître en miroir, en fait. Il va reconnaître ses étapes d'engagement, d'embrigadement en miroir. Et ça aussi, ça fonctionne très très fort parce que ça touche aussi son inconscient. On ne lui fait pas la morale, mais il entend ce qu'il a vécu sans s'en rendre compte dans la bouche d'un autre qui lui ressemble. Et précisément, dans la bouche d'un autre qui lui ressemble, jusqu'à quel point il lui ressemble? Autrement dit, est-ce qu'il y a des générations finalement de djihadistes différents avec différentes approches possibles? C'est une très très bonne question. Ça, c'est le fond de notre travail. C'est-à-dire que d'abord, il y a pour moi le profil classique du jeune qui part dans le radicalisme qu'on a étudié pendant 10 ans, jeune issu de l'immigration, souvent sans espoir social, souvent histoire familiale faible, ayant grandi dans les foyers, père déchu n'ayant pas posé les limites, donc jeune, des fois tendance délinquante, n'ayant pas intégré la loi. Ce profil, c'est le profil classique, c'est le profil qui est passé à l'acte, pour le moment, sur le territoire français. À côté de ça, depuis 2 ans, les rabatteurs arrivent à
donc peaufiner, privatiser leur embrigadement et à toucher d'autres types de jeunes qui sont des jeunes a priori sans problème, comme n'importe quel adolescent, hein, mais sans problème, qui peut être premier de la classe, qui peut vivre en plein centre de Paris, qui peut vivre dans un petit village breton, qui peut avoir des parents athées, qui peut avoir des parents catholiques. On a même vu quelques parents juifs dont l'enfant était embrigadé. Et donc, je sais que c'est difficile à entendre et à comprendre, mais je le dis, c'est pas la majorité, mais ils existent. Et il ne faut pas qu'on ne les voit pas. Je sais que c'est plus rassurant de se dire que ce sont ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis sociaux, c'est plus rassurant. Mais si on ne les voit pas, on va encore prendre 10 ans de retard. Et pour répondre à votre question, qui est une excellente question, toute la difficulté de l'embrigadement, c'est de choisir des repentis qui ont le même type d'idéal. C'est-à-dire que si j'ai un jeune qui veut se faire désembrigader, qui voulait se venger, qui avait la haine, il faut que je trouve des repentis qui avaient cette histoire-là et qui sont partis pour cette raison. Si je trouve des jeunes filles qui rêvaient de Daeshland, il faut que je trouve des jeunes filles repenties qui rêvaient de Daeshland. Parce que sinon, eh bien effectivement, vous avez raison, ça ne fait pas miroir. Et c'est la difficulté du vivier de repentis. Merci, Madame Bouzard, d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24, vous le savez, c'est toujours en français, en anglais et en arabe. Merci infiniment de nous regarder et à très bientôt.